Pour diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme, on utilise le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. On est présentement au DSM-5, puis ce manuel-là est revisité là, au cours des avancées médicales. En fait, le trouble du spectre de l'autisme est évalué sur 2 sphères d'atteinte, donc la communication sociale et les interactions sociales. Au niveau de la communication sociale, on peut voir une difficulté au niveau de la réciprocité socio-émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en fait, ça pourrait être une personne qui entre en interaction de façon anormale, donc un enfant qui peut être porté à faire des câlins à des inconnus ou une absence complète d'interaction sociale. On a aussi la difficulté à lire les comportements non verbaux, le langage corporel. Donc, ce sont des personnes qui soit n'ont pas d'affect, peu d'expression faciale ou qui ont de la difficulté à lire les gestes liés à la communication ou les comportements non verbaux. Ça va bien? Ça va bien? Mamie! Oui. Mamie! Mais on a trouvé un article. Alors, au niveau de l'interaction sociale, on a la caractéristique d'utiliser le langage, les objets de façon répétitive et stéréotypée. Donc, par exemple, faire rouler les roues d'une voiture, faire du flapping. On peut observer que des enfants font de l'écholalie. Donc, ça, c'est de répéter un mot directement après une phrase ou de répéter plus tard une phrase entendue. Donc, par exemple, répéter une phrase de film dans un moment qui peut être opportun ou pas du tout. On a aussi le fait d'avoir des intérêts très restreints, donc des intérêts qui prennent une intensité très élevée dans la vie de la personne. Il y a peu de variantes à ces intérêts. Puis ce sont des intérêts qui sont souvent particuliers et difficiles à utiliser dans le quotidien. Donc, par exemple, un enfant pourrait s'intéresser à l'ornithorynque ou à une période très précise de la préhistoire. On peut aussi observer une adhésion à des routines non fonctionnelles. Ce sont des enfants qui vont exiger qu'on prenne toujours le même itinéraire pour aller quelque part, qui vont utiliser un rituel pour la salutation, par exemple, qui vont demander qu'on fasse toujours la même chose dans la journée, qui vont s'habiller toujours de la même façon. Et aussi, on peut observer l'hypo ou l'hyperréactivité sensorielle. Dans ce domaine-là, on pourrait voir un enfant qui semble pas réagir à la douleur, par exemple, ou qui réagit fortement à un toucher particulier. Les sons peuvent les déranger ou, au contraire, ne pas réagir à des sons très forts. Donc, c'est la dernière caractéristique au niveau des interactions sociales. Alors, au niveau de ces 2 sphères d'atteinte-là, ce qu'on doit tenir en compte, c'est que ces caractéristiques-là doivent être observables lors de la petite enfance. Par contre, ça ne veut pas dire que le diagnostic va avoir été posé à la petite enfance. Ça veut dire qu'à l'adolescence, par exemple, la personne peut être confrontée à des exigences sociales plus élevées et là, les caractéristiques vont être plus manifestes. Par contre, quand on fait l'historique de l'enfant, on peut remarquer que c'était déjà présent, mais que l'environnement, les choses mises en place faisaient en sorte que c'était pas aussi voyant à cette période-là. Quand on commence à demander un rendement plus important à un enfant, c'est là que parfois les manifestations deviennent plus évidentes. Par exemple, quand l'enfant rentre au milieu scolaire, bien là, on lui demande de respecter des règles qu'il ne connaissait pas, d'avoir à effectuer des travaux en classe, d'avoir à effectuer des travaux à la maison, de répondre à des interactions plus importantes au niveau de ses pairs. Souvent, l'enfant va avoir à fréquenter le milieu scolaire et le service de garde dans un même lieu, mais qui fonctionnent bien différemment. Donc, c'est très complexe pour un enfant de répondre à toutes ces exigences-là. C'est pourquoi, des fois, les diagnostics sont posés un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a évalué les caractéristiques de la personne, il faut qu'on soit en mesure d'observer que ces particularités le limitent dans son fonctionnement au quotidien, comme par exemple le besoin de concrétiser avec des images certaines étapes dans sa journée. On peut observer des enfants qui vont utiliser une séquence visuelle pour l'habillage, par exemple, le matin lorsqu'ils vont à l'école. Tiens, regarde, Roxane, je vais utiliser la minuterie pour savoir quand est-ce que ça va être fini, OK? Je vais mettre 6 minutes. Le trouble du spectre de l'autisme, c'est un groupe très hétérogène. Les caractéristiques diffèrent vraiment d'une personne à l'autre. On va évaluer chacune des caractéristiques avec des niveaux de sévérité bien propres à chacune. Donc, il va y avoir le niveau 1, qui est un besoin de soutien, le niveau 2, qui est un besoin de soutien important, puis le niveau 3, qui est un niveau de soutien très important. Donc, chacune des caractéristiques va avoir un niveau de soutien attitré. Ces niveaux de soutien-là ne sont pas permanents dans la vie. Donc, dépendamment du soutien que l'enfant va recevoir, de son évolution, il est appelé à changer. De ce qui va être évalué des caractéristiques va découler les niveaux de sévérité et de ces niveaux de sévérité-là vont venir les services en lien avec les besoins de votre enfant.
Donc, on parle du trouble du spectre de l'autisme parce qu'en fait, c'est un groupe qui est très hétérogène. Chaque personne est bien différente. Les caractéristiques peuvent sembler les mêmes, mais elles se manifestent différemment d'une personne à l'autre. Par exemple, on pourrait rencontrer une personne qui a un langage très élaboré versus une personne qui n'accède pas à la parole. On pourrait voir un enfant qui va rapidement vers les autres ou un enfant qui n'entre pas du tout en contact. On constate souvent qu'il y a d'autres diagnostics qui sont associés au trouble du spectre de l'autisme. On peut voir, par exemple, le TDAH, le trouble anxieux, le déficit sensoriel, la dyspraxie. Donc, le TED, qui est en fait le trouble envahissant du développement, c'était l'ancienne appellation. Maintenant, depuis le DSM-5, on parle du trouble du spectre de l'autisme. Le trouble envahissant du développement, en fait, on essayait d'entrer les gens dans des cases bien précises, dans des diagnostics bien fixes. On s'est rendu compte que c'était assez impossible. Donc, le trouble du spectre de l'autisme parle plus d'une variété de caractéristiques. Puis, on le voit, le trouble du spectre de l'autisme, depuis 2013 dans le DSM-5. Puis, si vous entendez parler encore du trouble envahissant du développement, c'est possible. Il y a des gens qui ont reçu ce diagnostic-là. Sachez que c'est la même chose, en fait. À partir du moment que on a reçu le diagnostic, c'est sûr que ça l'a enlevé un poids parce que maintenant, on savait qu'on allait avoir des services. En fait, ce que ça a apporté de positif, c'est qu'on a enfin pu avancer. On a enfin pu aller chercher des outils parce que là, on savait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais vers quoi on s'enligne? Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Des fois, Julien, quand il faisait des colères, bien, on a fini par apprendre que c'est pas parce qu'il est colérique, c'est simplement parce qu'il est peut-être un petit peu trop envahi dans sa bulle, dans ses sentiments, dans son être. Et puis, comme ça, quand il faisait une colère, bien, ça voulait simplement dire, bon, bien, faut le laisser décanter un petit peu. C'est pas que c'est un petit garçon pas du tout méchant, c'est qu'il était simplement envahi. Fait que maintenant, on prend le tour. Dans sa chambre, il y a son petit coin tranquille. Fait que c'est pour ça qu'il ça l'aide beaucoup à se calmer. Ça nous a permis d'avoir les outils pour changer la perspective. C'était pas un enfant à problème, c'était un enfant avec un problème. On pouvait dire, là, à ce moment-là, on avait comme des pistes, on avait quelque chose pour justifier qu'il était juste pas tannant comme ça. Il y avait quelque chose qu'on pouvait travailler. Il y avait des solutions possibles pour l'aider. Ça, moi, en tout cas, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Là, c'était pas juste un petit enfant tannant, c'était un enfant on avait des outils pour travailler, pour l'aider, pour le faire progresser. Puis en même temps, ça nous donnait accès à des soins, à des gens, à des références, à des services. Ça a été... ça nous ouvrait des portes, là, d'avoir ce diagnostic-là. Là. Le diagnostic de Julien, qu'est-ce que ça nous a apporté dans la famille, puis aussi principalement à moi comme père, c'est que ça m'a apporté, premièrement, j'oserais dire une belle surprise. C'est que quand Julien suivait des ateliers, à un moment donné, c'était les éducatrices qui, en communiquant avec Julien, à un moment donné, ils viennent me voir puis ils m'ont dit « Robert, ils disent, on n'a pas le droit de faire de diagnostic, mais on voit parler Julien, on te voit, Robert, interagir avec ton garçon, on te voit interagir avec nous. On soupçonnerait que peut-être que tu aurais quelque chose qui ressemblerait à de l'autisme, toi aussi. » Et puis, en effet, je suis sorti avec le diagnostic syndrome d'Asperger. Ça a commencé en 2003, si je me souviens bien. Mon fils, suite à son évaluation, il a été diagnostiqué trouble envahissant du développement non spécifié avec un déficit d'attention. Lorsqu'on a appris ce diagnostic-là, ça m'a comme rentré dedans parce que, en écoutant les spécialistes qui donnaient leurs rapports finaux, ça m'a beaucoup touché personnellement parce que je me voyais là-dedans. En 2010, j'ai eu mon diagnostic d'autisme de haut niveau. Ça a été mon diagnostic un petit peu comme si je trouvais enfin le manuel de l'utilisateur face à une nouvelle voiture. C'est comme une sorte de transmission manuelle. Faut tout m'expliquer, puis faut tout que je pense une chose à la fois, alors que pour les gens neurotypiques, tout se fait automatique. Fait que c'est un petit peu les différences. Ça m'a apporté un certain réconfort en me disant que toutes les fois où est-ce que je me sentais un petit peu comme dans ma cloche de verre, et puis je dis tiens, je suis pas tout seul, puis je suis pas fou, je suis pas attardé, je suis simplement Asperger.
Fait que c'est pour ça, ça met un nom sur un mystère, tu sais. Puis depuis que j'ai eu mon diagnostic, ça m'a ouvert beaucoup de lumière, ça m'a permis de mieux comprendre mes agissements, mes réactions. Puis, vis-à-vis mon fils, bien, on se comprend pas mal plus que je pouvais le penser. Quand on va visiter la famille, parfois on a 3 heures d'automobile à faire. Fait que des fois, quand je m'assois dans ma voiture avec Julien, là, on ferme les portes, on barre les portes. Puis là, une fois qu'on entend le bouton des portes qui barre, ça fait clic, on me dit « Papa, enfin, nous sommes tranquilles dans notre voiture. » Fait que c'est comme une grosse bulle de verre. Puis là, on est tous tranquilles, Julien et moi, puis là, on fait notre voyage.